Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints en ce dimanche après-midi où nous avons beaucoup de chance. D'abord parce que nous allons parler de partage, comme bien d'autres intervenants au cours de ce week-end, mais parce que nous avons la chance aussi de parler de passion. Et pour discuter de ce thème ensemble, nous avons 2 invités. François Racheline, qui est économiste, et Yves Simon, qui est écrivain et auteur-compositeur. Et je m'installe tout de suite à côté d'eux pour entamer cette discussion. Eh bien, d'abord, je vais vous présenter nos invités. François Racheline, donc, comme je l'ai dit, vous êtes économiste et vous exercez des fonctions de conseil auprès des dirigeants d'entreprise. Et depuis septembre 2010, vous êtes conseiller spécial auprès du président du Conseil économique, social et environnemental. Je vais prendre quelques instants pour évoquer votre parcours afin que notre auditoire vous connaisse un peu mieux et déjà réfléchisse aux questions qu'il aura envie de vous poser tout à l'heure. Vous avez fait un doctorat en économie et puis vous avez commencé votre carrière d'enseignant en économie
d'abord à l'université Paris X Nanterre, puis vous avez été enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris, à HEC, et parallèlement à ces activités d'enseignement, vous avez pris de nombreuses responsabilités dans l'univers de l'enseignement supérieur, comme directeur d'association de professeurs, comme conseil auprès de responsables d'université. Et vous avez également exercé des fonctions de conseil aux dirigeants. Vous avez fondé la société de conseil Sciences Po Développement en 2005. Vous l'avez dirigée jusqu'en 2009. Vous avez créé ou collaboré à d'autres sociétés de conseil comme la société Kin ou le club Archipel. Et parallèlement à tout ce cahier, cet agenda qu'on imagine déjà bien chargé, vous avez pris le temps de naviguer aussi dans le monde des idées et de l'écriture. À savoir, vous nous avez offert de nombreux essais, d'abord dans le domaine premier de vos compétences, c'est-à-dire l'économie, des livres sur l'argent et sur la monnaie, sur les services publics et l'économie de marché, des livres sur la mondialisation de l'économie. Mais votre plume vous a parfois emmené ailleurs et bien loin, et je pense que de nombreuses questions iront dans ce domaine-là. En 2000, vous avez écrit un livre sur Don Juan, et en 2004, un livre sur le peintre Gérard Garouste. Et puis, entre 2000 et 2005, sur 5 années, vous avez publié une trilogie romanesque, d'abord aux éditions Albin Michel, puis en collection Point Seul, une trilogie qui s'intitule Le Châtiment des dieux, si je ne me trompe pas, où vous mettez en scène des héros de la Grèce ancienne et des héros grecs envisagés de manière très moderne. Peut-être des questions viendront et peut-être certains des membres de ce public sont lecteurs de cette trilogie et auront des questions à vous poser. Je me tourne vers mon second invité, Yves Simon. Bonjour. Yves Simon, comme je le disais, vous êtes écrivain, auteur-compositeur. Vous êtes, comme je l'ai lu dans un article, j'ai trouvé la formule assez jolie, je la reprends à mon compte, un écrivain qui chante et un chanteur qui écrit. Et depuis plusieurs décennies, c'est bien sûr l'écriture qui vous a beaucoup mobilisé avec les nombreux ouvrages que vous avez offerts à votre public. Vous êtes un écrivain, vous êtes un chanteur, vous êtes aussi un voyageur, me semble-t-il. Dès votre adolescence, vous avez beaucoup voyagé, beaucoup exploré la France. Vous êtes aussi un musicien. Là aussi, dès l'adolescence, vous avez fondé un groupe de musique rock and roll dans lequel vous teniez la guitare. Et puis, vous avez fait, pas loin d'ici, des études de lettres à la Sorbonne, une licence. Mais bien vite, la chanson vous a rattrapé. Si je ne me trompe pas, votre premier album date de 1967 et il s'intitulait « Ne t'en fais pas, petite fille ». Vous faites alors une pause, vous retournez voyager, vous partez en Turquie, vous allez dans les Balkans, vous sillonnez les États-Unis et au début des années 70, vous reprenez l'écriture, vous lancez vraiment dans l'écriture et vous offrez à votre public 2 ouvrages, Les jours en couleur et L'homme arc-en-ciel, qui vont vous offrir un vrai succès public. Et là, les gens commencent à bien vous connaître dès le début des années 70. À partir de ces années, mon Dieu, énumérer le nombre de vos albums et le nombre de vos livres deviendrait fort long et nous entraînerait jusqu'à fort tard. Donc je me limite à dire que vous avez proposé à vos auditeurs à peu près 14 albums, si je ne me trompe pas. Le dernier étant Rumeur en 2007. Vous avez offert aussi une trentaine de livres. Je cite juste Le Voyageur magnifique et La dérive des sentiments, pour lequel vous avez eu le prix Médicis en 91. Et les 2 derniers ouvrages parus en 2011, La compagnie des femmes et Un homme ordinaire. Voilà, entre chansons, musique, écriture, rencontres dans le monde artistique, vous avez navigué toutes ces années. Écriture et chansons, 2 passions ou 2 médiums pour une même passion. Vous nous le direz tout à l'heure. Voilà, j'ai été un petit peu longue pour présenter nos invités, mais j'espère que ce temps n'aura pas été inutile et vous aura permis de mieux les connaître et de mieux connaître la complexité de leur itinéraire. Eh bien, nous allons commencer à leur poser des questions, puisque nous sommes là pour ça, parce que je suis là pour ça, mais surtout vous êtes là pour ça. Une première question, puisqu'on va parler de partage des passions. Eh bien, il faut peut-être d'abord parler de vos passions, messieurs, parce que la passion, chacun en parle mieux lui-même. Singulier ou pluriel, quelles sont vos passions aujourd'hui ? Pourriez-vous nous répondre dans un temps
large, mais néanmoins concis, parce que nous pourrions là aussi partir fort loin. Qui commence? Je veux bien. Yves Simon. Je me lance. Bonjour. Merci d'être venu par ce beau temps. J'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde encore qui attendait dehors en arrivant là. Alors on va parler de passion. Alors passion, je crois que ça ne naît pas... enfin si, ça peut naître à 20 ans ou à 30 ans, mais disons que les passions qui m'animent aujourd'hui sont nées très tôt. Elles sont nées à 5 ans pour la première, c'est-à-dire le goût de la musique. Et puis le goût des mots est venu après, bien sûr, c'est-à-dire après l'apprentissage de la lecture, les grands auteurs qui m'ont passionné, que j'ai lu passionnément. Pour n'en citer que quelques-uns, très tôt, c'est, disons, un écrivain pour adolescents, c'est Jack London qui m'a donné ce goût de la lecture, et d'autant que j'étais le bibliothécaire de l'école primaire, donc j'avais 8 ou 9 ans, j'imagine. J'étais bibliothécaire dans cette école, et donc j'ai lu avec ferveur les livres de Jack London, de Curwood, de Paul Féval, d'Alexandre Dumas et d'autres, bien sûr. Et puis plus tard, évidemment, sont arrivés les grands auteurs, c'est-à-dire Camus, Sartre, Flaubert, tout ça, et chacun en son temps. J'ai lu seulement à 20 ans, avec passion encore, Céline, Le voyage au bout de la nuit. Voilà, alors ces influences, ces passions, finalement engagent une vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de réaliser ce qui nous passionne. Pour mon cas, c'est la musique au sens vraiment large du terme, puisque à 5 ans, quand je vous ai dit que j'aimais la musique, c'était la musique classique, et nous avions un poste de radio, juste pour vous montrer les petits détails, nous avions un poste de radio à Lampe. Je suis né en 1944, donc c'est quand même il y a assez longtemps. Et ce grand poste de radio était sur une sorte de buffet. Et aussitôt que j'entendais de la musique classique et non pas des chansons, aussitôt qu'il y avait de la musique classique, je prenais un petit banc et avec un bâton, je battais la mesure. Voilà. Vous voyez, j'étais déjà sans limite. Je me rêvais chef d'orchestre, tout simplement. Mais d'autres passions sont venues. Ça, je parle de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les passions visibles que vous connaissez maintenant. Mais j'ai eu la passion déjà d'instruments de musique, tout simplement. Et quand j'étais petit, c'était pas la guitare, mais c'était l'accordéon. Donc j'ai eu un accordéon, et puis ensuite on m'a acheté une guitare. Et puis la passion des voyages. Très vite, mon père travaillait à la SNCF. Et donc j'avais une carte gratuite sur tout le réseau français jusqu'à ma majorité, qui à ce moment-là était 21 ans. Donc j'en ai énormément profité, mais bien évidemment je rêvais de sortir des frontières françaises, et je rêvais de l'Amérique, mais j'ai commencé à rêver pour le Danemark, les pays du Nord, la Suède, et tout ça en autostop. Alors j'avais aussi une passion, et je ne connaissais pas encore la Beat Generation à ce moment-là, et ni Jacques Kerouac, qui était le roi de l'autostop et qui a fait son livre Sur la route, qui a été un best-seller mondial. J'avais ce goût de l'autostop, et je ne sais plus, il faudra que je recherche d'où il m'est venu. Et tous mes voyages, à part ceux en France et en train que je faisais donc grâce à mon père, c'est toujours des voyages en autostop que je m'imaginais. Par exemple, à traverser les États-Unis, que j'ai fait bien plus tard, aller justement au Danemark et en Suède, et puis ensuite aller, comme vous l'avez dit, en Turquie, toujours en autostop, évidemment. Alors jusqu'à, je crois, 28-30 ans, jusqu'à ce que je fasse mon premier disque, je n'ai voyagé qu'en autostop, et c'était mon luxe. Et puis j'ai trouvé ça très enrichissant. Et pour parler de partage, j'ai trouvé formidable justement que quand je me suis trouvé à 22 ans sur des grandes autoroutes américaines, que des gens s'arrêtent, qu'ils m'emmènent dans leur voiture, et la plupart d'entre eux, jamais finalement j'avais prévu sac de couchage et puis petits trucs en ciré pour l'humidité. Eh bien j'ai toujours couché chez des gens qui m'invitaient à passer la nuit, ou dans un appartement, ou dans une communauté, ou dans une maison. Donc le partage, c'est quelque chose que j'ai ressenti
par les autres avant de moi-même, j'allais dire, de partager. Alors, j'ai peu eu l'habitude de partager dans mon enfance pour une raison simple, c'est que je suis fils unique, donc je recevais beaucoup. Et je donnais peu ou je partageais peu puisque je n'avais pas à partager ni avec des frères ni avec des sœurs. Et mes parents qui n'étaient pas très riches mais me donnaient l'essentiel et même mieux que l'essentiel, évidemment je n'avais pas à le donner aux autres. Mais j'avais des leçons. Mon père par exemple est cheminot et le livre que vous avez évoqué qui est sorti il y a un an, c'est Un homme ordinaire, c'est un hommage à ce père ordinaire, ce père cheminot à la SNCF. Et jusque, disons, en 1955, nous avions une tante qui était devenue, paraît-il, riche, enfin, comme on imaginait les Américains, tous riches, évidemment. Donc, elle habitait Los Angeles. Et se disant, mes pauvres petits parents français qui viennent de subir la guerre ne doivent pas avoir beaucoup de choses, c'est-à-dire des habits, des chaussures, etc. Donc elle nous a envoyé, il y avait une ou deux fois par an, le colis d'Amérique, ce qui était quand même une grande fête. Et nous recevions donc Alors j'ai reçu, surtout, nous avons reçu les premiers jeans qui n'étaient encore pas tout à fait en France et surtout qui coûtaient cher, les Lévi-Strauss. Alors un jour, dans un colis d'Amérique, je devais avoir 12 ans, il y avait 4 Lévi-Strauss. Et là, j'ai vu la plus belle image du partage, c'est mon père qui aimait donner, alors qui aimait partager, qui le faisait très naturellement, a donné tous ces jeans à des gens plus pauvres que nous. Donc les Lévi-Strauss, ils me sont passés sous le nez. Et j'ai dû attendre quelques années pour pouvoir m'en payer en étant serveur dans un restaurant. Voilà, donc j'ai eu cette... et maman était serveuse de restaurant à ce moment-là, quand j'ai 12 ans, ou très jeune. Et très vite, elle est aussi dans une fonction de partage, puisqu'elle est devenue aide-soignante, puis infirmière. Et donc, là aussi, j'ai parlé, par exemple, avec ses malades, les gens qu'elle avait soignés, et c'était toujours des compliments sur sa générosité, sa manière d'être toujours là, de consoler, de soigner, d'être gentil, ce qui compte beaucoup quand on est en convalescence. Voilà, mais on va en reparler. Je ne veux pas tenir le crachoir trop longtemps et on avec les questions et tout ça. De revenir sur c'était pour faire un premier bien. survol. Je passe la parole à François Racheline. Vos passions d'hier et d'aujourd'hui. Oui, alors vous avez dit singulier au pluriel. En réalité, ma passion, c'est tout simplement de partager. Alors, je ne dis pas ça par gentillesse pour les organisateurs de la Cité de la Réussite, qui ont choisi ce thème cette année, mais c'est vraiment ça. Alors, ça peut passer par des moyens extraordinairement différents. L'enseignement, c'est partager quelque chose avec les étudiants. Tout à l'heure, ils vont poser des questions, on va voir ce qu'on pourra partager ensemble, si on ne va pas se taper dessus. Relier des mondes très différents les uns avec les autres, faire travailler, par exemple, des philosophes avec des mathématiciens, avec des chefs d'entreprise, j'ai fait ça dans ma vie. C'est aussi partagé, c'est une des modalités du partage. Yves, je suis évidemment moins musicien que vous, mais je suis musicien, je joue du piano et j'ai fait de la musique de chambre. Alors j'en fais un petit peu moins maintenant parce qu'il faut trouver des gens avec lesquels on peut le faire, mais là aussi il n'y a pas plus de partage que lorsqu'on joue à 2 ou à 3 ou à 4 ou à plus nombreux encore. L'écriture, vous n'écrivez pas pour vous-même. Jamais. Bien sûr, vous pouvez écrire pour vous-même en vous disant bon ben ça, mais en réalité, vous n'écrivez jamais pour vous-même. Vous écrivez pour que quelqu'un ait accès à ce que vous dites, et c'est une manière de vous découvrir et peut-être de proposer aux autres un échange. Il y a une réflexion du philosophe Jacques Derrida qui m'a toujours frappé. Derrida dit l'alphabet est commerçant. C'est-à-dire que dès que vous avez un alphabet, dès que vous commencez à parler c'est un échange. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On partage quelque chose. En tout cas, pour l'instant, c'est nous qui parlons, mais tout à l'heure, ça va être vous. Donc, au moins, on partage des idées. Et dès qu'on respecte ces idées, dès qu'on a des idées et qu'on veut les défendre, je ne vois pas d'autre moyen que de les partager. Donc, je vous dirais simplement que avoir une femme qu'on aime, par exemple, ce qui est mon cas, elle est dans la salle, avoir des amis qu'on aime, c'est le type même du partage. C'est au cœur même de notre vie. Alors il y a deux choses que Yves a dites. On sait pas, je ne vous appelais pas Yves avant que vous rentriez, mais je sens qu'on va sympathiser beaucoup au cours de cette réunion. Vous avez dit que vous avez rêvé d'être chef d'orchestre. Moi aussi. Moi aussi. Alors je l'ai pas réalisé, mais depuis j'ai un ami qui est chef d'orchestre, et alors
je peux imaginer que c'est moi à travers lui, ce qui évidemment c'est pas le cas avec mon fils. J'ai pas voulu que mon fils devienne chef d'orchestre. Et puis il y a une différence même très notable entre vous et moi, c'est que moi je suis le 4e enfant d'une famille qui en a eu 5. Et quand vous avez dit bon, on m'a beaucoup donné, moi j'avais pas beaucoup à rendre. C'est pas très différent quand vous êtes 5. Ne croyez pas que fils unique, c'est tout vous échoue et puis vous rendez rien. Moi, le partage que j'ai pu avoir avec mes frères, c'était plutôt une lutte. Vous voyez, c'était la haute lutte pour qu'on arrive à me voir. Parce que j'étais plus petit, ils étaient plus grands que moi. Ils sont toujours plus grands que moi. Ils ont 15, 12 et 9 ans de plus que moi. Donc il fallait toujours que je montre que j'étais quand même que j'existais, et c'est pour ça que j'avais une collection de petites voitures qui étaient des canons et des chars, etc. C'était mes armes pour leur montrer que j'étais un type bien. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Alors, quand vous avez choisi cet intitulé de forum et de discussion, vous avez dû lire comme moi l'intitulé de ce temps d'échange que nous avons ensemble, « Partager sa passion », sous-titre « Faire aimer ce que l'on aime ». Et j'ai envie de poser à mes intervenants une question à rebrousse-poil. Pourquoi vouloir faire aimer ce que l'on aime? Les passions ne sont-elles pas d'abord privées, voire solitaires? Je vais même plus loin. Pourquoi embêter les autres avec ce que l'on aime? Vouloir faire aimer aux autres ce que l'on aime, est-ce narcissique ou est-ce un mouvement inévitable d'aller vers l'autre pour lui partager sa ou ses passions? Oui, c'est une bonne question. Donc j'ai appris à partager, je me suis rattrapé, j'ai appris à partager après mon adolescence, ou surtout plutôt après mon enfance. Et l'adolescence a été partageuse. Pourquoi faire aimer ou essayer en tout cas de faire partager une passion? Je crois que c'est, pour prendre un exemple très simple, c'est comme être de gauche et vouloir que votre copain en face devienne de gauche parce qu'il est de droite, ou le contraire évidemment. Donc c'est une... François vient de le dire, c'est quand on a un alphabet et pour parler, pour écrire, eh bien on s'en sert justement pour ou des fois convaincre ou des fois partager tout simplement. Donc je crois que déjà l'idée de convaincre et l'idée de partager se ressemblent et ne se dissocient guère au fur et à mesure que la vie avance et qu'on produit des choses, des objets culturels en ce qui me concerne, des chansons, des disques, des livres, etc. Mais il n'y a pas que là qu'on partage. Je pense aussi, j'ai été, et je le suis toujours, Dieu merci, journaliste. Et je crois qu'avec le journalisme, on partage, je vais vous dire, et comment on le partage. C'est-à-dire qu'on a pas des certitudes, j'en ai peu, je crois, mais des points fixes. Il y a des choses que l'on veut faire partager, à la fois pour avoir une résonance, avoir une réponse, et puis essayer de convaincre. Alors c'est ça le plus dur, mais j'ai jamais été doué pour convaincre. J'aime bien j'allais dire convaincre d'une manière soft. J'ai pas envie d'argumenter pendant 1 heure avec quelqu'un qui n'a pas mon étoile politique, et je sais qu'au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, ça n'aura finalement pas servi à grand chose. Moi, je pense que quand les métiers que j'exerce, c'est d'être un intercesseur, c'est-à-dire un intercesseur entre moi et les autres, et puis quand ces objets circulent, c'est entre les autres et les autres. Et puis j'ai des effets de feedback, évidemment. Donc il y a quelque chose d'assez complet dans le fait de, par exemple, écrire un livre, l'éditer. Et je vois, par exemple, en Belgique, il y a une fille qui a souhaité, moi je ne suis pas sur Facebook et je n'aime pas du tout l'idée de communiquer de cette manière. En revanche, il y a un site Facebook qui s'appelle Les Amis d'Yves Simon. Donc je pense que c'est un partage qui se fait un peu... pas à mon insu, mais à l'extérieur. Et ça, c'est ce que j'aime le plus aussi. C'est d'avoir envoyé, disons, des semences, des grains comme ça, et puis, ou alors, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que de voir un jeune écrivain qui me dit « j'ai écrit grâce à vous », point barre. Et ça me fait très plaisir de lui avoir transmis ce goût de l'écriture, de l'avoir partagé, de l'avoir donc convaincu au plus profond de lui-même, puisqu'il est devenu écrivain. Je pense qu'ici,
il y a à la fois du public et des élèves de Louis le Grand. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais sans doute l'élite de la nation. C'est bien ça quand même que vous attendez quand je dis l'élite politique, culturelle ou autre. Donc des choses dont on reparlera, ou sans doute quelques-uns qui sont là, on parlera d'eux dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 15 ans. Et c'est ça qui me fait plaisir déjà d'être ici et de partager avec vous cette séquence de discussion. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? C'était quoi la question encore? Narcissisme ou altruisme oui, dans le partage des passions? Oui, alors ça, je voulais y revenir. Oui, bien sûr. Quand on produit quelque chose qui, disons, a du succès ou qui se multiplie, en tout cas comme une machine qu'on aurait inventée et qui se vend énormément, eh bien sûr qu'il y a du narcissisme. Mais comme l'a dit François, quand on écrit au moment de l'écriture, on ne pense pas à ça. Jamais. C'est-à-dire ni pour la chanson, ni pour les romans. On pense tout simplement à être le meilleur de soi-même, en soi-même. Et puis se dit... Alors, il y a toujours quelque chose qui m'a frappé quand, par exemple, je sors un livre. Pendant toute l'écriture du livre, il n'y a que moi qui connais ce que j'écris. Et puis, quand c'est fini, il y a une personne, c'est-à-dire la femme que j'aime aussi, qui partage ma vie. Donc, je me dis, il y a un public, ça y est, on partage ça à 2. Puis après, c'est la maison d'édition, donc ça devient 10 personnes. Puis après, on se dit, alors pourvu que ça marche, il y en ait quand même beaucoup plus. Mais on ne sait pas. Et d'un seul coup, je me dis, il y a au moins 10 personnes qui vont lire, qui ont lu mon livre. Et j'en suis très content. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas du narcissisme. Le narcissisme peut venir après. Ou en ce qui me concerne, c'est plutôt une récompense, j'appellerais ça. C'est-à-dire d'être très lu et d'être très écouté, c'est une récompense qui signifie quelque chose de très simple, c'est-à-dire ce que j'ai écrit, ce que j'ai composé, plaît à un maximum de gens. Et donc, c'est comment on dit, oui, c'est une récompense. Et alors, mon ego, évidemment, est quand même satisfait, mais je crois effectivement que ce n'est pas ça la première motivation. La première motivation, c'est, et on en reparlera tout à l'heure, j'espère, c'est, disons, l'espèce de transe dans laquelle, ou les transes dans lesquelles on se trouve au moment de l'écriture, d'inventer quelque chose qui n'existe pas, de faire un objet que personne ne connaît, pas même l'auteur qui va l'écrire, et de se dire, d'être une sorte d'intercesseur en quelque chose de sacré et quelque chose de séculier, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas inscrit dans le monde pour l'instant, qui n'est nulle part et qui va s'inscrire dans une certaine mémoire du monde, avec beaucoup de mémoire, beaucoup de gens ou peu, et là n'est pas l'important justement. Et je reviens sur ce point où, quand je sais qu'il y a 10 personnes qui ont lu mon livre, parce que ce sont mes éditeurs, les gens de la maison d'édition, eh bien j'en suis très content, je me dis ça fait 10. Voilà. François Racheline, faut-il se méfier de notre envie de partager nos passions aux autres? Écoutez, Élodie, vous transformez un peu le débat, parce que le débat, c'était comment faire partager sa passion, et là, vous avez dit pourquoi. Hein, alors, moi, je veux bien qu'on réponde à pourquoi. Tout ce que vient de dire Yves, je suis d'accord. Vous savez, Freud a écrit un livre qui est très célèbre. Je crois que, je ne sais pas si je me trompe dans le titre, mais c'est L'avenir d'une illusion. Il en a vendu 335. 335. Vous imaginez tout de même pas que lorsque Freud a écrit ce livre, il se disait pourvu que j'en vende 200 000 et que j'ai un prix. Il l'a écrit parce qu'il devait l'écrire. Alors, je pourrais vous dire que le narcissisme, c'est une espèce d'altruisme qui s'ignore, mais ça serait un peu facile. Moi, je crois qu'on ne se pose jamais ce genre de questions. Et il a raison. Lorsque vous êtes en train d'écrire quelque chose, parce que là, je vais prendre le domaine de l'écriture, parce que c'est le domaine finalement dans lequel ma passion est la plus forte. Vous commencez, d'abord vous êtes angoissé parce que vous ne savez pas très bien comment ça va se passer. Et le seul fait de faire face à votre angoisse, c'est-à-dire d'accepter l'angoisse, diminue l'angoisse. C'est très 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 difficile à expliquer. C'est-à-dire vous êtes devant eux, alors c'est plus une page blanche maintenant, c'est un ordinateur, encore qu'il y en a qui continuent à écrire avec des stylos et des pages, et des pages blanches, mais vous êtes devant un écran, vous commencez, mais vous êtes extrêmement inquiet. Et le seul fait d'accepter cette inquiétude dissout l'inquiétude. Donc c'est absolument extraordinaire. C'est presque aussi bien que l'amour. C'est extraordinaire.
Simplement, ça ne peut pas durer très longtemps. Parce que c'est comme l'amour. On ne peut pas y arriver. Montaigne dit des choses très jolies là-dessus, en disant que si on imagine l'homme dans le moment le plus extrême de la génération, c'est une manière assez élégante de dire les choses, il dit on ne peut pas rester comme ça très longtemps, donc évidemment ça retombe après. Et donc on retombe après dans l'angoisse de ne pas pouvoir recommencer. Mais quand on est dans cette logique-là, on ne se dit pas est-ce que je suis narcissique, est-ce que je suis altruiste. Il y a quelque chose qui est de l'ordre tout simplement de la vie. Alors on exerce sa vie, on agit, et puis vous êtes un émetteur. Vous êtes un émetteur, vous émettez quelque chose où il y a des récepteurs, où il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est pas très grave. S'il y en a, c'est chouette, ça fait plaisir. On se dit bon, c'est bien. Bon. Moi, j'ai des livres qui ont bien marché commercialement, d'autres qui ont moins bien marché, mais c'est pas grave. Et puis vous avez des livres qui mettent du temps. Vous n'avez pas cité tout à l'heure, je le fais parce qu'il faut faire toujours un peu de pub pour soi-même. Vous savez, Sacha Guitry disait dites du bien de vous parce que ça va se répéter et on oublie qui a commencé. Donc je vais dire un petit peu bien de moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle La loi intérieure. C'est une lecture, disons, laïque, non religieuse du Pentateuque, enfin des 5 premiers livres de la Bible hébraïque. C'est un livre dont l'éditeur m'a dit, bon, même si on n'en vend que 2 exemplaires, je veux absolument le faire parce que j'aime beaucoup ce texte. Très bien. Et en fait, ce livre marche du tonnerre de Dieu. Ça fait 2 ans. Et puis régulièrement, on n'en a pratiquement pas parlé. Mais il se vend, et ça se diffuse, on m'invite, je fais des conférences. Bon, je suis ravi. Mais si ça ne s'était pas passé, ça ne changerait rien. Je serais ravi d'avoir fait. Parce qu'il fallait que je le fasse. Donc voilà, c'est pas plus difficile que ça. Il ne faut pas non plus grossir les choses. Mais pourquoi faire partager sa passion? Moi, je vous ai répondu, c'est pas absolument utile. Comment? C'est autre chose. Ça, c'est vraiment autre chose. Et mon sentiment, c'est que quand on est tout simplement traversé par quelque chose, il est très difficile de le garder pour soi. Voilà, c'est tout. Et donc, les autres prennent ou prennent pas. Sur le comment, je peux parler. J'ai découvert quelque chose récemment, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans maintenant, je crois, Paris Match m'a demandé si je voulais écrire des critiques de livres. Et dans un premier temps, j'ai dit non, je ne me sens pas, je ne crois pas que je serais bon. C'est difficile d'écrire sur les livres. Et puis, à un moment, ils m'ont quand même mis le pied à l'étrier en me disant tu ne peux pas parler de ce livre d'Éric Fotorino qui vient de sortir. Et je lui dis oui, j'aime bien Fotorino en plus, je ne le connaissais pas, mais je l'aime bien. Je me suis risqué, je l'ai fait. Et puis depuis, je fais donc une page dans Match tous les 3 semaines, tous les 15 jours, ça dépend de la régularité, c'est un peu aléatoire. Et je suis très heureux de ça. Et je vais vous dire pourquoi. Par exemple, on parle toujours de passion. La semaine dernière, j'ai écrit un papier, donc une page, sur, comment s'appelle-t-il, Jérôme Ferrari. Donc, il vient d'écrire un livre qui s'appelle Le Sermon sur la chute de Rome. J'ai adoré ce livre. Et je me dis, tous les livres sur lesquels j'écris pour ce journal, pour ce magazine, c'est des livres que j'aime. Il faut savoir que pour choisir un livre, il faut en lire 10. Il faut que ce soit le meilleur, ou en tout cas celui justement qui va nous passionner, sur lequel on va être aussi le meilleur pour écrire et pour donner goût à des gens de lire ce livre qu'on a aimé, donc partager là encore. Et puis cette semaine, j'ai écrit sur le dernier Match, sur un livre qui s'appelle Les Alizés, j'ai plus le titre en tête, c'est de quelqu'un qui s'appelle Sébastien Lapac. Et voilà encore un livre qui m'a passionné parce qu'il parle du Brésil, un pays que j'aime beaucoup. Il est très gros, il y a plein d'histoires. Et puis on voit que cet auteur, Sébastien Lapac, a absorbé le Brésil, sa nourriture, ses chansons, ses instruments de musique, son mode de vie, les villes qu'il a traversées, tout ces... Là encore, j'ai été passionné. Et vous voyez, quand on veut partager une passion, eh bien, on prend le meilleur. Et c'est justement la passion. Le meilleur, c'est-à-dire lire 10 livres pour faire partager quelque chose qui va être l'écume passionnelle de vos lectures du moment. Et ça, c'est quelque chose que je découvre parce que jusque-là, déjà, on ne m'avait pas demandé de faire ce travail et je l'aime vraiment. Déjà, ça m'oblige à lire. Des fois, on est paresseux et il y a plein de livres qui sortent puis on se dit « Oh là là, j'aurais dû le lire ou je ne l'ai
pas lu, puis c'est trop tard, il y en a d'autres. Et là, j'en lis beaucoup. En plus, je les reçois, pas tous, mais presque tous gratuitement, donc ce qui est quand même agréable. Les livres sont chers, c'est vrai, mais j'en achète encore beaucoup. Et voilà, ça c'est une manière, quand tu parlais, François, comment partager donc une passion. Eh bien, voilà un exemple, me semble-t-il, clair. Alors finalement, ça m'éclaire, parce qu'on se tutoie maintenant. On va repartir ensemble. Bientôt, nos femmes vont commencer à se poser, à dire, quand même. Bon, ça m'éclaire ce que tu viens de dire, et je regrette quelque chose. Alors, parce que le journal Le Monde m'a demandé il y a quelques années de faire des critiques de livres, et alors je leur ai répondu non, en disant, mais écoutez, moi je ne peux dire que du bien d'un livre. Et je vais jamais écrire du mal sur un livre. Et il m'a dit, ah non, il faut quand même être très critique, etc. Mais en fait, ce que tu viens de dire m'éclaire beaucoup. C'est-à-dire, j'aurais dû le faire, j'aurais dû dire oui. Maintenant, on ne me le proposera plus, bien entendu. Mais j'aurais dû dire oui et puis faire des critiques positives à chaque fois. Et ça t'aura appris beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant sur l'idée de donner, hein, de donner à voir, oui, donner... Attends, c'était quand même des livres d'économie. Hein. C'est moins marrant que les romans. Hein. D'accord. T'aurais peut-être refusé. Mais comme je l'ai dit, oui, je ne regrette pas d'avoir accepté. Comme tu viens de parler du Monde, du coup, ça me revient. Pendant un an, j'ai eu une chronique dans Le Monde mensuel, c'est-à-dire en dernière page et un tiers de page. Et là encore, c'est une manière puisque c'était libre, j'écrivais sur ce que je voulais. Ça pouvait concerner les événements du monde d'aujourd'hui, quelque chose du passé, quelque chose de très personnel, quelque chose qui englobe la société ou un événement de société qu'on a tous vécu. Et donc ça aussi, et vous ne pouvez pas imaginer, c'est comme écrire un roman toujours. On est au meilleur de soi quand on écrit, en plus dans Le Monde, mais pour écrire une chronique comme ça, eh bien, je crois que ça distillait chez ceux qui lisaient des choses que je n'imaginais pas. Et on le revoit dans l'effet feedback, c'est-à-dire le courrier qui arrive au Monde pour parler de telle ou telle chronique. Et donc c'est toujours partagé. Et encore une dernière chose. J'ai toujours pensé, mais c'est une évidence même, c'est pas moi qui pense, et je crois que vous allez partager cette pensée, c'est qu'on est tous forcément dans sa bulle, sa propre bulle d'idées, de sociétale, en vivant de telle manière, avec tel revenu, avec tel métier, avec telle femme ou tel homme, ou avec tels amis. Et puis, mais on ne se débarrasse jamais d'un sentiment profond de solitude, c'est-à-dire pas une solitude malheureuse, hein, je parle de la solitude où on se dit je suis seul à penser ça, ou comment faire, ou qui pourrait m'aider ou m'éclairer pour parvenir à ça. Et je crois que dans les articles de journaux ou dans la musique ou les romans, j'aime bien aussi recevoir comme feedback cette idée, non seulement j'en ai parlé tout à l'heure, que quelqu'un dise je suis devenu écrivain grâce à vous, ou chanteur, peu importe, mais surtout je me sens moins seul. C'est-à-dire, je vois dans vos livres des choses que je partage, des idées, des sentiments, des attractions, des passions. Voilà. Et je crois que c'est là encore une manière de partager et de faire partager une passion ou des sentiments, tout simplement. Peut-être une question à vous, François Racheline. Nous sommes dans une société en crise, dans un temps de crise. Partager sa passion dans un temps de crise, c'est un luxe, c'est une nécessité ou c'est même une responsabilité? On a besoin d'entendre des passions qui nous stimulent aujourd'hui dans un temps morose. Non, mais la passion n'est pas une question circonstancielle. Ce n'est pas parce que les circonstances sont difficiles que tout d'un coup vous allez abandonner ce à quoi vous croyez, ou que ce soit une lutte pour des idées ou une lutte tout simplement pour une lutte politique, au sens le plus profond du terme. Donc je pense que les circonstances n'ont pas grand-chose à voir avec ce que vous ressentez. Bon, alors simplement ça peut rendre plus difficile la diffusion et la propagation d'idées, ou parce qu'il y a des crispations, parce qu'on est dans une situation, pas uniquement la France, mais l'Europe et plus généralement certaines parties du monde, on est dans une situation où les craintes l'emportent sur les espoirs, où les menaces pèsent plus que les espérances, et donc on se
se pose des questions et on a tendance à se replier sur soi. Et plus on se replie sur soi, évidemment, moins on partage. Donc, de ce point de vue-là, quelqu'un qui vous dit au début de l'entretien que sa passion, c'est de partager, évidemment, ressent la menace. Mais ça ne change pas sur le fond de la question. Le fond de la question. Dans les questions qui m'ont été transmises avant cet entretien, il y avait une question qui était formulée ainsi. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'exprimer votre passion? Alors, pour moi-même, j'ai répondu, mais je me suis dit peut-être ça va revenir, cette question. Hein. Donc, je fais comme le général de Gaulle, vous savez, il me semble qu'on a posé une question, et puis alors je vais répondre à la question. Mais il n'y a que deux choses qui peuvent m'empêcher. C'est l'enfermement solitaire, c'est-à-dire si je suis dans un cachot enfermé, je ne peux rien faire, ou la mort. Le reste, je ne vois pas ce qui peut m'empêcher de promouvoir mes idées, de les défendre, de faire en sorte, même si on n'est que deux, même si tout le monde s'en va dans cette salle, tout le monde, ils nous enquiquinent avec leurs trucs, on s'en va, mais Yves et moi et vous, on va continuer. Je vous préviens, même si vous partez, on continue. Je voulais revenir sur quelque chose. Attends, c'est quoi déjà? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ah oui, non, ça y est. Ça y est. La crise et des circonstances. Non, mais tu as dit la chose très juste. C'est qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? C'est le totalitarisme, par exemple, c'est-à-dire ne plus vivre dans une société démocratique où on peut exprimer des idées, des sentiments, etc. Et d'ailleurs, Kundera l'a dit très clairement. Il dit on ne peut pas créer normalement dans une société totalitaire. C'est comme ça. Et j'imagine que c'est évidemment pour cette raison qu'il a quitté son pays, qu'il a quitté Prague. Voilà. Et la mort, évidemment. Mais excuse-moi de t'interrompre. J'ai un ami tchèque qui est venu s'installer en France. Et il s'appelle Lukács. Et je l'invite à dîner. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a le plus frappé quand tu es venu en France? Il m'a dit le fait qu'on s'invite à dîner. Je lui ai dit, alors, mais je ne comprenais absolument pas. Il m'a dit, tu sais, dîner en Tchécoslovaquie avec quelqu'un d'extérieur à sa famille, à l'époque du totalitarisme, c'était prendre un risque considérable. C'est le seul moment où on pouvait parler. C'est le seul moment où on pouvait être libre. Donc il n'était pas question d'inviter quiconque à dîner. Ça m'a beaucoup éclairé sur beaucoup d'autres choses. Nous parlons de partage. Nous allons partager la parole. Nous avons 3 étudiants de l'Institut supérieur de gestion qui sont parmi nous au premier rang. Margot, Nils et Florimond qui ont préparé des questions pour nos intervenants. Je laisse la parole à l'un d'eux. Bonjour Florimond. Donc ma question s'adresse à Monsieur Rachling. Donc, en tant que professeur, est-ce que vous avez construit vos méthodes d'enseignement dans le but de transmettre vos passions? Alors, je ne suis pas surpris par la question parce qu'elle figurait dans celles qui m'ont été transmises. Donc, je vous remercie de me l'avoir posée, mais vraiment, je vous remercie d'avoir posé celle qui était déjà dans le texte. Franchement, ma réponse est non. Je n'ai absolument pas conçu mes enseignements dans le but de transmettre, pour deux raisons. La première, j'ai toujours fait les cours que j'aurais voulu avoir. Donc je me dis, tiens, j'ai pas eu ce cours-là, j'ai pas eu un prof qui disait ça, donc je vais essayer de faire ça. Et je crois qu'on écrit les livres qu'on aurait aimé lire, il me semble. Et deuxièmement, et c'est le verbe transmettre qui m'a fait le plus réfléchir, et pour ne rien vous cacher, pour préparer cette séance, j'ai parlé avec 1 ou 2 amis, toujours le partage, essayer de comprendre ce que je faisais et ce qu'ils faisaient. Et je suis extrêmement content de constater qu'aujourd'hui, un prof n'a plus à transmettre des connaissances. Transmettre d'abord les connaissances, vous les trouvez, il y en a mais des milliards de fois plus sur Internet que dans mon pauvre petit cerveau. Donc si j'ai la prétention de transmettre à mes étudiants des connaissances, je fais fausse route. Qu'est-ce que c'est qu'un pédagogue chez les Grecs? Je trouve qu'on devrait mettre ça dans tous les lycées. Le pédos agogein, c'est l'esclave qui accompagne les enfants à l'école. Le pédagogue est l'esclave qui accompagnait les enfants à l'école. Je suis extrêmement heureux aujourd'hui de pouvoir accompagner mes étudiants sur Internet. C'est-à-dire, non pas de leur proposer des connaissances,
mais de leur proposer au milieu des milliers, des dizaines de milliers, des millions d'itinéraires possibles, un trajet, de hiérarchiser, de trier, de critiquer ce à quoi ils sont confrontés tous les jours. C'est ça le rôle. Alors, il y a un livre merveilleux qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Michel Serres, intitulé « Petite poussette », que je vous recommande à tous, dans lequel il s'est posé la question, mais j'ai des amphithéâtres, je parle à des étudiants, mais qui ai-je en face de moi? Et dans cet amphithéâtre, vous vous situez, je reprends une image de Michel Serres qui m'a beaucoup frappé, vous êtes dans la situation de voyageur dans un car ou dans un avion. Vous êtes assis, il y a quelqu'un en face de vous qui tient un propos, évidemment, je pourrais me retourner et puis à ce moment-là, ce serait moi le conducteur. Mais au bout d'un certain temps, quand on écoute quelqu'un comme ça qui vous emmène et qu'on fait rien, on sort son petit appareil et puis on commence à faire des trucs, quoi. Il faut que le corps redevienne actif. C'est-à-dire que ce que dit Michel Serres, c'est que nous ne sommes plus dans la situation de simplement entendre des connaissances qui vous sont balancées. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas des connaissances, donc ça passe plus facilement. Mais si pendant 1 heure et demie, vous faites un cours en transmettant des connaissances, ce qu'il faut faire à un moment dans l'éducation, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Les élèves ou les étudiants mis en randonnion et qui écoutent, qui prennent des notes, ça ne marche plus. À Sciences Po, où j'enseigne toujours, je fais ce qu'on appelle un e-cours, E-cours. C'est filmé, c'est enregistré, et puis j'ai une assistante qui, en 2 jours, refaçonne, non pas ce que j'ai dit, parce que c'est enregistré, mais elle permet aux étudiants d'accéder avec un code sur intranet. Et là, ils peuvent m'avoir en médaillon ou en vignette. Ils ont le plan du cours, ils ont les mots-clés qui ont été utilisés, un lien entre ces mots-clés et les mots, et les mêmes mots utilisés par d'autres enseignants, etc., etc. Donc je dis à mes étudiants, je ne viens pas là pour diffuser des connaissances ou pour transmettre des connaissances. Ça, c'est fini, c'est terminé. Déjà, je pense que c'était plus tellement valable il y a 25 ans, où ça commençait à battre de l'aile. Aujourd'hui, c'est fini. Alors vous êtes 3 étudiants, je suis à peu près certain que ce que je dis là, ça résonne chez vous. Et puis vous dites, oui, mais enfin, il y a quand même pas mal de profs qui continuent. Il y avait un article il n'y a pas tellement de temps dans Le Monde qui disait la fin des cours magistraux. Ça y est, on y est. Alors, il faudra un certain temps pour l'éducation nationale française et pour l'école de comprendre, de s'adapter. Je pense d'ici 30 ou 40 ans, on pourra peut-être dire il y a une grande révolution maintenant, il faut envisager les cours autrement. Mais moi, je comprends que les enseignants soient gênés parce qu'ils en savent moins que ceux à qui ils s'adressent. Et ils maîtrisent moins les techniques. Donc, voilà. Donc, je n'ai jamais conçu mes cours pour transmettre une connaissance. Et je voudrais citer un ami que j'aime beaucoup, que je fréquente depuis toujours et que je fréquenterai jusqu'à ma mort et que vous connaissez, qui s'appelle Montaigne. Montaigne disait « Je n'enseigne pas, je raconte ». Il faut, vous savez, vous connaissez la fameuse métaphore utilisée par Montaigne. Il y a le verre, ça c'est l'enfant, supposé vide, et on verse la connaissance. Si ça déborde, c'est pas grave, on continue. Ils en ont marre à un certain âge, en seconde, en première, ils n'en peuvent plus. Bon, ça fait rien, on continue. Et puis, donc ça, c'est un certain mode d'enseignement. Et puis, il y a l'autre métaphore, l'autre image qu'utilise Montaigne, qui est de dire, on jette, alors à l'époque, c'était pas de l'essence, mais on met un peu d'essence et puis on gratte une allumette. Moi, mon propos dans mes cours, c'est pas de transmettre des connaissances, c'est d'enflammer les cœurs. Quand un étudiant ou une étudiante vient me voir en me disant « Ah là, vous avez dit un truc formidable parce que ça m'a fait penser que, etc. » J'ai gagné. Je suis heureux. Tout le reste ne compte pas. Et tu as eu raison. Oui. Tu as eu raison de parler de la transmission des connaissances. Parce que, effectivement, dans mon travail d'écrivain ou de chanteur ou de journaliste, je transmets, certes, sûrement un peu de connaissances quand même, mais c'est surtout des fois un savoir-vivre, des fois une manière d'être, des fois une manière de réagir à tel... Parlons de la passion amoureuse, par exemple. C'est quelque chose, j'en ai, là encore, dans le petit questionnaire, j'en ai vécu une seule, Dieu merci, qu'une.
mais c'est quelque chose qui est ravageur. Mais on peut, j'allais dire, faire une super pirouette. J'en ai fait un roman qui s'appelle Le Prochain Amour, et c'est un roman non seulement qui a bien marché, c'était ma vengeance. J'étais content vis-à-vis de celle qui m'avait fait vivre cette passion, et donc au sens la passion du Christ, c'est-à-dire avec des cris et des larmes. Eh bien, on peut, là encore, ce que je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de vivre une passion, justement, et qui lit un livre sur la passion amoureuse, voir comment ça s'est passé, comment ça se termine, comment on peut souffrir, etc. Eh bien, c'est le partage de la souffrance, c'est se dire, quelqu'un a vécu la même chose que moi, et je vais en prendre la substantifique moelle pour ne pas en mourir, ne pas dépérir, ne pas être malheureux, et surtout et se consoler que ce que je vis là, quelqu'un d'autre l'a vécu, et le magnifie, on peut dire, par l'art, c'est-à-dire l'écriture d'un roman qui n'est pas le journal d'une passion, c'est un roman. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci. Peut-être une deuxième question de nos étudiants. On passera la parole à la salle un peu plus tard. Donc vous parliez de la... Bonjour Margot, pardon. Donc vous parliez de la transmission de connaissances. Donc je voulais vous demander à tous les deux si, selon vous, c'était difficile de partager vos passions avec ceux qui ne les comprennent pas. Alors pas du tout. Alors pas du tout difficile. Mais vraiment pas du tout. C'est même presque réjouissant. Pourquoi ? Vous savez, Jean-Sébastien Bach disait, j'aime tellement mon art que je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas l'aimer. C'est très secondaire. Quelqu'un qui ne partage pas votre passion vous interroge sur votre passion. Vous dites, tiens, c'est intéressant. Ce qui me semblait naturel ne lui est pas du tout naturel. Ce qui me semblait évident ne lui est pas évident. Je me suis toujours demandé si un poisson pouvait savoir ce que c'est que l'eau. C'est très difficile. Quand vous êtes passionné, quand tous les matins, vous vous réveillez et vous vous dites « Ah, qu'est-ce qui va m'arriver de formidable aujourd'hui ?» Même si depuis 7000 jours, il ne s'est rien passé, ou 10 000 jours, même si la veille, il s'est passé quelque chose de formidable et que vous dites « Le hasard voudrait que ça ne se reproduise pas. » Mais ça ne fait rien. Tous les matins, vous vous dites « Alors, qu'est-ce qui va se passer de formidable aujourd'hui ?» Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a quelqu'un vous dit « Mais moi, je suis triste tous les matins. » Vous dites bah, « Vous le plaignez. » Moi, si quelqu'un n'a pas de passion, je le plains. Donc, je ne suis pas du tout gêné par ça. Mais ça ne m'empêche pas de parler. Simplement, ce que disait Yves tout à l'heure, dans une précédente intervention, on ne cherche pas à convaincre. D'ailleurs, on ne peut jamais parler avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord fondamentalement. Il faut vraiment avoir un substrat d'accord. Mais on ne cherchait pas à convaincre, vous vous exprimez. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vous émettez, on ne reçoit pas. Et les autres aussi, évidemment, émettent, vous recevez ou vous ne recevez pas. Mais si on ne reçoit pas, il faut s'interroger. Et d'ailleurs, en général, à peu près pour tout, il faut s'interroger. Il y a une réflexion vous avez cité mon activité actuelle, dont je suis le conseiller spécial de Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye a été invité hier, et il cite souvent une réflexion d'Élie Wiesel qui dit que lorsqu'il était petit et qu'il rentrait chez lui, sa maman lui disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle lui disait « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Donc moi, quand je vois quelqu'un qui ne comprend absolument rien à ce que je lui dis, qui n'a pas la moindre réaction vis-à-vis de quelque chose qui, moi, me traverse et me passionne, d'abord, j'essaie de lui poser une question, et puis je me pose beaucoup de questions à moi. Beaucoup. Yves Simon ? Moi, je voulais juste faire un tout petit pas de côté, c'est dire que les passions, les gens passionnés, nous passionnent finalement. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui exprime sa passion à la télé, à la radio ou dans un livre, c'est un point de repère dans l'univers. Je pense un point de repère, mais qu'on n'est pas obligé de suivre. Hein. C'est juste pour se dire il y a des gens passionnés et c'est la passion, ça doit faire vivre. Justement, les jours où on est triste le matin, où on est un peu désespéré, la passion des autres nous réveille, nous donne un petit coup d'épingle, un petit coup de canif et ça fait du bien. Et je pensais récemment, il y a
eu des choses qu'on a vues, que tout le monde a vues, c'était la semaine dernière, je crois. Il s'appelle Félix Baumgartner, qui est descendu à 36 000 mètres de la Terre, donc à la vitesse du son. Je me dis, mais j'ai jamais imaginé faire la même chose. Et je me dis, mais comment il y a des types qui pensent à ça? Comme aller monter, vaincre l'Annapurna, par exemple. Je me dis, mais il faut être fou. On va avoir les doigts gelés, les mains gelées, etc. Eh bien non. Ces gens-là, ils vivent une passion, et je vous dis, c'est un repère. Et on se dit, mais moi, alors à ce moment-là, on se sent petit. On se dit, mais c'est quoi, moi, ma passion? Et alors, est-ce qu'on avait des passions, on les a oubliées, ça arrive, on les a perdues, ou elles ont été gommées par le poids de la vie, par la malchance, par je ne sais quoi. Mais surtout, mais je suis qui et je suis quoi par rapport à ces gens? Je pense à Nicolas Bouvier qui a marché, qui est parti en Orient, qui a connu la Chine, le Japon très tôt, qui a fait L'usage du monde, un livre formidable que je vous recommande aussi. Il y a des choses comme ça, les gens passionnés ou des gens qui ont écrit tant. Je pense, ne serait-ce que San Antonio, qui a écrit 4 livres par an. Je suis à genoux devant lui, je me suis dit, mais il a fait que ça. Il a écrit, et en plus, il est sympathique, il est sympa, il nous fait rire. Les livres sont bien, lui est un beau personnage. Donc, j'étais heureux de l'approcher, par exemple. Ou des gens... il a écrit « Maman s'appelle Yvonne » et il m'a dédicacé un livre à ma Vonvon d'amour. J'ai trouvé que c'était très, très mignon pour maman. Il y a des gens aussi exemplaires. Alors, on peut imaginer que c'est une passion qui les a fait vivre comme ils sont. Je pense à des gens comme Edgar Morin. En plus, ça fait vivre longtemps, la passion, qui a 94 ans cette année. Et puis... comment il s'appelle? J'ai noté son nom, je l'ai oublié, Stéphane Hessel, pardon. Et pareil, il y a un supplément de Libération que je vous recommande qui vient de sortir il y a 3 jours, c'est Stéphane Hessel. Et il y a une photo de 2 vieillards, mais j'ose même pas dire ça parce que c'est pas gentil, de 2 grandes personnes, 2 belles personnes. Ils sont l'un à côté de l'autre, Hessel et Morin. Ils ouvrent à une bouche de rire, tous les deux, mais un rire, et on se dit, on peut rire comme ça à 90 ans, passer à 95 ans, et c'est réjouissant, et ça donne de la vitamine C. J'ai toujours pensé que mes livres, étaient de la vitamine C sous une autre forme, mais qui donne envie de continuer à vivre, d'être heureux, d'être gentil, d'être sympa avec les gens, de vivre des histoires, de vivre sa passion, justement, aussi. Et c'est quelque chose comme ça que je continue à faire quand j'écris ou je publie un livre ou un disque, c'est de donner de la vitamine C. Quelque chose, j'ai pas dit de la cocaïne, hein, de la vitamine C, parce que moi j'aime bien la vitamine C, ça marche bien avec moi, et j'en prends le matin, j'en ai repris parce que je me sentais mou ces derniers temps, j'en ai repris depuis 10 jours, et là ça va bien, vous voyez, je suis bien là, je suis en forme. Une question de Niels. Oui, donc Niels, je voulais savoir si la passion avait la même valeur intrinsèque lorsqu'elle est source de revenus. C'est meilleur. On laisse la parole à l'économiste. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui... Alors, écoutez, on a tous les deux parlé d'écriture. Vous avez des gens qui écrivent, qui ne peuvent faire autre chose dans la vie que d'écrire. Il y en a qui ont du succès, il y en a qui n'ont pas de succès, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a qui ne gagnent pas d'argent. C'est très secondaire. C'est une conséquence. L'argent, on n'écrit pas pour gagner de l'argent, ou alors on a changé de métier. Si un créateur a pour but de gagner de l'argent, il a changé de métier. C'est plus un créateur. Quelqu'un qui écrit, il écrit. Alors ça marche, il est ravi, c'est ce que vient de dire Yves. On est content. Moi, je rêve de vendre 500 000 exemplaires d'un livre. Je serais ravi. Mais si ça n'arrive pas, ça ne changera rien. Donc, par exemple, imaginez que je dispense un enseignement gratuitement. Qu'est-ce que ça change? J'adore enseigner, j'adore partager, tout simplement parce que j'aime bien lutter contre l'ignorance. Mon ignorance et l'ignorance de ceux avec qui je la partage.
lutter contre l'ignorance, ça peut vous rapporter de l'argent comme ça peut ne jamais vous rapporter. C'est une question de circonstance. Moi, je crois que là, vraiment, ce sont deux questions qui sont déconnectées. J'avais vu cette question-là, et sur mon papier, j'ai répondu très brièvement, non, ça n'a rien à voir. Je ne vois pas ce que ça peut modifier. Je voudrais dire, pour revenir à la question précédente, que je suis d'accord avec ce que tu as dit, quelqu'un de passionné, automatiquement vous entraîne. Et puis quand ça va mal, écoutez juste un peu de Mozart, vous allez voir, ça ira beaucoup plus vite, ça ira très bien après. Nous allons donner la parole à la salle avant de revenir à notre groupe d'étudiants. Si certains d'entre vous veulent prendre la parole, il y a une question au fond à droite pour moi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Vadim, je suis étudiant à Paris. J'avais une question à vous deux, monsieur. Si je peux me permettre, j'aimerais poser une question qui peut être tirée de votre expérience personnelle. Comment avez-vous fait pour faire aimer votre passion à vos proches et aux gens que vous aimez? Et est-ce que ça vous avait fait mal quand vous n'avez pas réussi? Je crois que j'ai eu la chance, je pense que c'est toujours une chance d'avoir des parents déjà qui vous aiment. Deuxièmement, quand ils vous aiment, ils sont assez libéraux avec vous, c'est-à-dire ils vous laissent sortir très tôt, très jeune, fréquenter à peu près les gens que vous avez envie de fréquenter. Puis quand à un moment, mon père par exemple qui travaille à la SNCF, son plus grand bonheur c'est que je sois ingénieur à la SNCF. Donc j'ai fait une seconde technique mathématique dans un lycée pour devenir ingénieur, pour faire plaisir à mon père. Et puis dès le premier jour, en plus j'étais interne pour la première et dernière fois de ma vie, heureusement, et j'ai su que je ne serais pas ingénieur, c'était pas mon truc, ni les mathématiques, excuse-moi, quoique l'économie c'est pas toujours des mathématiques. Et voilà, et j'ai découvert, a contrario, justement, et ça c'est formidable, comme j'étais isolé, que je me sentais malheureux et que j'avais toute une seconde à passer là, eh bien j'avais dans tout le temps des livres de poche à lire et je crois que je suis devenu écrivain là, c'est-à-dire j'ai écrit sur un cahier à petits carreaux avec deux trous, dans les deux trous du classeur, pendant les heures d'études le soir. Eh bien, j'ai écrit un premier roman que je n'ai jamais terminé, mais c'est la première fois que j'ai eu le goût d'écrire, donc la seconde, c'est 15 ans, 16 ans, que j'ai eu le goût de l'écriture, alors que je jouais de la guitare électrique, ce qui a été rappelé tout à l'heure, dans un orchestre que j'avais monté à 15 ans. Je n'envisageais pas d'être chanteur, déjà. J'envisageais de composer, ce que j'ai fait en faisant des musiques de films, par exemple. C'était ça ma passion quand j'ai grandi avec la musique, c'était de faire des musiques de films. Les deux personnes que j'admirais le plus, c'est Jarre, le père, pas le fils, qui a fait donc des grandes musiques de films, et Georges Delerue. Voilà, c'était mes modèles. Voilà, revenons aussi, on n'a pas parlé des modèles. On n'a pas parlé des modèles, François. C'est important, les modèles. Comme j'ai parlé tout à l'heure des gens qui sont passionnés, qui sont des repères comme ça. Dans le monde, on se dit, je voudrais faire comme eux, ou je voudrais avoir une passion comme eux. Eh bien, ça, les modèles, c'est très, très important. Et on n'est pas obligé d'en avoir qu'un. On peut avoir 10 modèles. La seule difficulté quand on a des modèles et qu'on est adolescent, par exemple, entre 15 et 20 ans, c'est un moment de se sortir de ces modèles. C'est-à-dire, moi, j'existe, moi, je. Un peu, moi, je, cette fois, par rapport aux autres. Donc, ne pas se laisser totalement être prisonnier de ces modèles. C'est très important de travailler en sorte, quand je dis travailler, écrire, si on veut être écrivain, jouer de la guitare tous les jours, du piano, et tout ça. C'est-à-dire se dire, eux existent, mais moi je veux et je vais exister. Ça, c'est très important. Et les modèles, ils sont importants, mais s'en sortir, c'est aussi important. Pour revenir à la question sur les proches, vous avez les votre proches, passion a toujours été bien accueillie par vos proches. Oui, alors j'avais commencé par là et c'est moi qui étais ailleurs. Oui, mes parents, donc j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui, donc, mon père ne m'en a pas voulu de ne pas devenir ingénieur à la SNCF. Et quand j'ai monté ce groupe, donc ils venaient m'applaudir au casino. Mes parents venaient au casino de Contrexéville où j'habitais, une station thermale. Et voilà, nous jouions au casino. Et il n'y a pas eu. Alors, il faut aussi quand même rassurer les parents.
je continuais mes études, je faisais une licence de lettres, on me disait tu veux être quoi plus tard? Je disais prof de lettres, bon le problème était réglé, mais moi je gardais en secret les autres choses que je rêvais de faire, mais je savais que je pourrais être ça, et donc ça me plaisait bien. D'ailleurs je l'ai été quelques mois dans un lycée à Saint-Germain-en-Laye, quand j'étais à la Sorbonne ici et que ma bourse n'était pas arrivée et que j'ai été voir le recteur qui par miracle m'a reçu, et j'ai eu une nomination dans les 5-6 jours qui ont suivi pour être donc prof de lettres à Saint-Germain-en-Laye. Ça n'a pas duré longtemps puisque la bourse est arrivée et j'ai tout de suite démissionné. Mais bon, c'était comme ça. Donc pas de difficulté, mais la question est bonne quand même parce qu'on n'ose pas dire qu'on veut être guitariste dans un groupe de rock ou qu'on veut écrire des musiques de films. Mais les gens se disent mais tu rêves, c'est difficile. Et puis c'est grand Paris, puis c'est difficile de rentrer dans ces milieux-là. De même que l'écriture. Si vous dites je veux être écrivain, moi j'ai rêvé d'être écrivain à 20 ans et le modèle était à cette fois-là Le Clésio. Le Clésio, il a 50 plus que moi et il venait d'avoir à son âge, il était très beau. Pour moi, je l'ai appelé le Mick Jagger de la littérature parce que je pouvais faire un transfert sur lui comme j'ai pu le faire sur les chanteurs de rock que j'aimais à ce moment-là. Et donc le Clésio, non seulement je me dis mais la littérature c'est pas réservé à des gens morts, déjà des gens, les modèles ils sont tous morts. Dans le Lagarde et Michard il n'y avait personne de vivant et puis ils étaient tous vieux, ils avaient des grandes barbes. Oui. Ah oui, c'est vrai, et la littérature d'aujourd'hui, et je le vois toujours, c'est toujours difficile de faire entrer dans les lycées les gens contemporains. Voilà. Et ça, je le regrettais beaucoup. Et pour la première fois, j'ai vu le Clésio, je me suis dit, mais voilà, mais oui, je peux être écrivain. Il est jeune, c'est pas une honte, il est beau, il a du talent, et en plus, il vient d'avoir le Renaudot tout jeune, mais je vais le faire, ça, je peux le faire, je vais essayer de le faire. Ça, c'est des choses très importante et Dieu merci j'ai pu le rencontrer un jour dans ma vie, c'était mon rêve de le rencontrer et quand j'ai eu le prix Médicis, il est venu me voir, il m'a écrit et on s'est vu et il y a juste une anecdote que j'ai envie de vous raconter, ça se passait chez Tahar Benjeloun et j'avais apporté une bouteille, alors pour ceux qui connaissent le vin, c'était un grand vin de Bordeaux, un Château Latour 85. Je me dis quand même rencontrer le Clésio, il faut que j'apporte quelque chose. Et ce soir-là, Tahar me dit tu as apporté ton vin? Ben, je lui dis oui. Donc il dit on va commencer par lui. Et ça commence comme ça. Le Clésio était venu avec sa femme, Djemia. Il y avait la femme de Tahar et moi j'étais venu seul. Et Tahar le goûte, il fait oh, il est sympa ton petit vin. Je me dis, ça commence bien, c'est une bouteille qui m'avait coûté 2000 francs. Et puis, après, il en propose à le Clésio, il dit, non, moi je prends du coca. Sa femme elle dit, moi je prendrais bien un jus d'orange. Et la femme de Tahar, qui était croyante et était musulmane, elle dit, moi je ne bois pas d'alcool. Voilà. Donc j'étais un peu, je m'en souviens très bien de cette soirée, je vous assure. François Racheline, la question des proches. Bah, quel dommage que je n'ai pas été invité, parce que j'aurais partagé avec toi. On va faire ça. C'est très. Merci, monsieur, de cette question, parce que elle me laisse un petit peu comme ça sans voix. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Mais en écoutant Yves, je me suis dit deux choses. La première, j'ai toujours établi une différence entre aimer et chercher le chemin du cœur. Que des parents n'aiment pas leurs enfants, c'est abominable. Mais aimer ne signifie pas qu'on cherche le chemin du cœur. Ce qui est intéressant dans le cas de ton père, c'est qu'il n'a pas cherché le chemin de ton cœur au début, bien qu'il t'ait aimé, mais après il a accepté ton chemin et il t'a accompagné sur ton chemin. Moi j'ai perdu mon père, j'avais 19 ans, c'était un grand personnage, un grand héros de la résistance, mais j'ai perdu, j'avais 19 ans. Et j'avais des frères dont le plus jeune au-dessus de moi avait 9 ans de plus. J'avais une sœur qui a disparu, donc je me suis retrouvé un petit peu comme ça. Je ne savais pas très bien où j'allais. Et ma mère est morte quelques années après. Heureusement, j'avais rencontré une femme formidable qui est dans la salle. Et elle est là. Et même quand elle n'est pas là, elle est là.
Non, même quand elle n'est pas là, elle est là. Même si elle n'était pas là, elle serait là. Mais donc je ne savais pas. Et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, où j'allais, pourquoi, comment, etc. Moi aussi, je voulais écrire. J'ai envoyé un manuscrit à Gallimard qui me l'a renvoyé en me disant c'est formidable, c'est très bien, mais enfin bon, tu connais les formules habituelles. On aime beaucoup ce que vous avez écrit, mais il faut peut-être travailler un peu plus. Et puis on ne se sent pas de le défendre. Bon, et puis ça m'a un peu découragé. Bon, donc je ne savais pas où j'allais. Et en réalité, chaque cas est un cas particulier. Toi, vers 15-20 ans, tu savais que tu avais envie d'écrire et de faire des choses. Moi, je ne savais pas. J'ai mis très 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 longtemps avant de savoir que si je passais 15 jours sans écrire, j'étais pas bien. Et finalement, c'est ça, vous savez, les passions, on peut expliquer ça avec des grands mots. Moi, quand pendant 15 jours, j'écris pas, je me dis, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est extraordinairement simple. Bon. Et le jour où j'ai dit ça à un éditeur, il me dit, ah bon, ben ça c'est vraiment, ça c'est ça un écrivain. Je dis, ah bon, ben alors je suis peut-être un écrivain, je sais pas, je me rends pas compte. Et donc, petit à petit, maintenant j'ai 64 ans, vous avez en face de vous un grand-père, j'ai 3 petits-enfants. Et donc, c'est maintenant que petit à petit, je commence à voir un peu plus clair dans ce que je suis et de ce vers quoi je vais. Donc, toi, tu l'as vu tôt, et puis tu as essayé d'y arriver, et tu y es magnifiquement arrivé. Moi, j'ai vu tard, et je suis sûr d'y arriver, mais peut-être beaucoup plus tardivement. Il y a des gens qui, effectivement, à 25 ans, ont déjà réalisé ce dont on pouvait rêver. Et puis, il y en a d'autres, ça commence très tard. Je crois que le peintre Francis Bacon a commencé à peindre après 60 ans. C'est très rare. Il n'y a que dans les mathématiques où il faut vraiment... Michel Tournier a commencé Le Roi des Zones à 30 ans. Il a publié, il a eu le Goncourt avec... à 40 ans, pardon. Oui, 40 ans. Voilà. Donc moi, le premier livre que j'ai écrit qui n'était pas un livre d'économie, je devais avoir, je ne sais pas, 50 ans. Donc j'ai un peu de retard. Alors, vous avez en face de vous un type qui a du retard. François, on a un point commun, hélas, c'est que mon père est mort, j'avais 20 ans aussi. Et donc, l'autre point qui n'est pas commun, c'est que j'ai écrit, donc, grâce à Leclésio, à 24 ans, mon premier roman, et j'ai publié mon premier disque aussi au même moment. Et donc, ça pouvait être l'un ou l'autre, non pas qui marche, mais je me disais, pourquoi choisir? D'ailleurs, je n'ai jamais choisi. J'ai continué toute ma vie à alterner des disques et des livres. Pourquoi choisir? J'aurais voulu, et là, on n'en a pas parlé, j'avais une autre passion encore qui m'a fait venir à Paris. Et c'était, quand je disais, il faut utiliser des ruses. J'ai utilisé une ruse parce que c'était une école qui n'existait qu'à Paris. Donc je me dis, à 20 ans, j'étais en fac de lettres à Nancy, je me dis, il faut que je sois à Paris, mais il faut que j'ai de l'argent. Et comme c'était une grande école, j'avais une bourse importante. Et j'ai fait... Elle était considérée comme une grande école. C'est l'équivalent aujourd'hui de la FEMIS, c'est-à-dire ça s'appelait l'Institut des hautes études cinématographiques, c'est-à-dire l'IDEC. J'étais passionné par le cinéma et je voulais devenir réalisateur de films. Vous voyez, il y avait 3 trucs qui étaient 3 passions. Tu as raison, je les ai eus tôt. Et je me disais... Peut-être je ne suis pas doué ni pour écrire, ni pour faire des films, ni pour composer des chansons. J'essayais, je travaillais, je faisais des auditions. J'ai envoyé des manuscrits à Gallimard, qui m'a envoyé à peu près la même lettre. Mais Grasset, ça s'est passé très vite. Je l'ai envoyé un lundi, le vendredi, j'avais une réponse positive. Donc voilà, les choses se sont faites à un moment très vite. Et quant au cinéma, je l'ai remis toujours à plus tard parce que ça demande beaucoup d'argent. Et là, j'aurais dû aller te voir. Donc un économiste connaît des banquiers, j'imagine, et c'est plus facile. Non, un économiste. Je peux rajouter un mot, je ne voudrais pas... Évidemment, on monopolise un petit peu, je suis désolé, mais tu parlais tout à l'heure de modèle, tu parlais de ta rencontre avec Leclésio, qui depuis a eu le prix Nobel de littérature. Moi, j'ai eu une rencontre avec un immense écrivain, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'appelle Edmond Jabès. Et Edmond Jabès est mort en 1991 et j'ai eu la chance extraordinaire de le connaître. Et il a dit 2 choses qui m'ont marqué. Alors, je ne sais pas si c'est un modèle, mais ça a été déterminant. La première chose, ça faisait 4 ou 5 ans que j'écrivais un livre. Et je lui dis, mais Edmond, pourquoi est-ce que c'est difficile de finir un livre? Et Edmond, qui avait un sens des mots extrêmement prononcé, n'a pas du tout utilisé les termes à la légère. Il m'a dit, mais mon cher François, on ne termine jamais un livre. Il faut l'abandonner. Il faut avoir une stratégie d'abandon. Il faut savoir à quel moment il faut l'abandonner. Ça, c'est la grande difficulté, mais on ne le termine pas. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, qui m'a beaucoup frappé, je lui demandais si, comme je trouvais que c'était un peu tardif ma manière de me mettre à l'écriture, je lui demandais si
si finalement on devenait ce qu'on était et à quel âge on devient ce qu'on est. Et il m'a fait cette réponse qui n'est absolument pas un jeu de mots. Il m'a dit, mais non, vous vous trompez. On est ce qu'on devient. On ne devient pas ce qu'on est. On est ce qu'on devient. Qui est une magnifique pensée qui ne m'a jamais quitté et qui ne me quittera plus. Tu parlais là des phrases importantes. Alors, ce n'est pas toujours un grand écrivain comme Edmond Jabès ou un Le Clésio ou un grand artiste qui les dit. Des fois, ça peut être un médecin. Et je reviens sur quelque chose. J'ai fait une dépression, la seule de ma vie, et je l'ai faite quand j'étais en terminale, pour des raisons évidemment forcément de cœur. Et le médecin m'a envoyé, qui n'y connaissait rien, enfin qui n'a rien vu, il croyait que j'avais la tuberculose, et il m'a envoyé voir un radiologue. Et donc le radiologue, en fait, lui, il me dit, vous n'avez rien, mais il me dit, c'est quoi le problème, ça va pas. Donc il commence à me parler de ma vie, puis je lui raconte ma vie amoureuse, un échec, enfin une séparation plutôt. Et puis il me dit, bien, alors il me dit pas la phrase, mais il me dit, lisez quand vous rentrez chez vous La Porte étroite d'André Gide. J'ai lu La Porte étroite d'André Gide en rentrant, ben, j'ai été guéri. Voilà. Et je crois toujours, c'est pour ça que ça revient dans notre débat, c'est le partage, c'est la parole. Et que vous voyez, quand un ami ne va pas, il faut parler. Et on se dit, peut-être par chance, par miracle, dans ce qu'on va échanger avec lui ou avec elle, il va y avoir le mot ou la phrase magique, mais qu'on ne voit pas venir, qu'on n'a pas préparé. Ce n'est pas une super phrase, mais des fois, c'est la phrase qui fait que, tac, ça s'arrête, le mal s'arrête, l'angoisse, la dépression s'arrête. Et donc, il faut multiplier les paroles pour avoir la chance qu'il y ait la petite phrase qui chante dans la tête de l'autre. Ça, c'est important. Ouais. Une autre question de la salle, peut-être sur ma gauche, ici. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Comme vous, j'ai toujours, enfin en tout cas Yves Simon, mais monsieur aussi, été passionné par les univers culturels en règle générale. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire un beau métier parce que je conseille les éditeurs littéraires et les distributeurs de cinéma pour le cinéma. Et mon métier consiste à trouver des idées pour donner envie à tout le monde d'aller voir les films au cinéma ou d'acheter les livres. Donc il faut faire preuve forcément de créativité. Et je peux très bien travailler sur des blockbusters américains que sur des films d'auteur. Et de la même façon pour l'édition. Je voudrais savoir... par définition, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas toujours mon niveau d'inspiration n'est pas le même en fonction des films ou des livres qu'on me présente. Et je voulais savoir, selon vous, comment, enfin si ça vous est déjà arrivé de connaître cette panne d'inspiration, et si oui, dans ces cas-là, comment vous procédez pour essayer de déclencher justement la fameuse inspiration, sachant qu'en plus, quand c'est dans un cadre professionnel comme le mien, il y a des contraintes de délai forcément à tenir qui nous empêchent parfois de laisser travailler notre inspiration tranquillement. Alors je ne sais pas, excuse-moi François, je réponds. Non, c'est parce que j'ai un truc, mais il ne va pas vous aller. Je reprends une phrase de Stendhal qui disait toujours « écrire au moins 24 lignes par jour ». Donc ça, c'est bon pour moi, écrivain. Et quand il n'y a pas d'inspiration, c'est écrire 24 lignes, enfin 20 lignes, 15 lignes, sur, non pas n'importe quoi, mais ça peut être ce qu'on a vu dans la journée, etc. Mais avoir toujours ce rapport technique à l'écriture, c'est-à-dire que le cerveau ne reste pas endormi à rien faire, mais qu'il y ait une réponse papier ou électronique. Et voilà. Alors, en revanche, pour vous, je crois que ça ne va pas parce que vous devez avoir des délais très courts, j'imagine, ça doit être une semaine, 3 jours ou des choses comme ça, des contraintes. Donc, moi, je n'ai pas de contraintes. Quand je n'ai pas justement d'inspiration ou je ne sais pas quoi écrire qui me semblerait important, eh bien, effectivement, je n'écris pas. C'est simple, je ne me force pas, mais j'écris ces 20 lignes, comme disait Stendhal, et
ça donne. C'est comme un. En fait, je compare ça à l'entraînement du sportif. C'est-à-dire, parce que si on arrête un sport de haut niveau, par exemple, 4 ou 5 jours, il faut 8 jours pour se retrouver au bon niveau. C'est le double. Et c'est pareil pour l'écriture. Si on arrête 6 mois, on va devenir très mauvais pendant 2 mois à écrire, même si on a des bonnes idées, on va être mauvais. Donc les petites 20 lignes par jour, c'est comme entretenir les muscles, la musculation, le souffle, la manière de, etc. Je crois que... Mais alors pour vous, je ne sais pas, hein, ça va être dur. Téléphonez-moi. François Racheline. Même réponse. Même réponse. Un journal, tenir un journal, par exemple, c'est une bonne solution. Mais pour vous, comme vous êtes sous la pression du délai, évidemment, la vraie question, c'est le délai. Robert Schumann, le musicien, a passé 3 ans sans écrire la moindre note. Vous vous rendez compte ? 3 ans. Et puis, en quelques mois, il a écrit tous ses leaders, qui figurent parmi les grands chefs-d'œuvre de la musique. Donc c'est extraordinaire. Et Beethoven a mis 23 ans pour écrire l'hymne à la joie. Donc c'est vraiment très, très difficile. Quand on n'a pas de pression, effectivement, il faut accepter le trou. Il faut l'accepter et ça peut durer longtemps. C'est difficile, mais il faut l'accepter. Mais moi, j'ai exactement la même technique que Yves et je crois qu'elle est assez répandue. Une autre question de la salle, peut-être. Un monsieur vers le projecteur au fond. Levez plus haut votre bras, peut-être pour qu'on puisse vous voir. Voilà, le micro approche. Oui, d'ici on voit très bien. Bonsoir. Pierre Masselin, donc porteur du projet de développement économique à partir du patrimoine et dans le cadre de l'agenda 21 pour l'Essonne. Et mon premier métier, je suis ingénieur dans les industries graphiques, j'ai beaucoup voyagé pour l'UNESCO, tout ça. Et j'ai vu la misère du tourisme français en tant qu'il y a un énorme patrimoine en France, énorme. On fait beaucoup de choses, mais il reste encore beaucoup plus à faire. Alors j'ai donc initié ce projet, donc moi je n'ai rien à proposer, à projeter, mais il y a des tas de choses, patrimoine, pas seulement les vieilles pierres, il y a aussi le patrimoine immatériel. Il y a l'artisanat, il y a l'art, il y a la musique, la danse, etc. Tout ce qui se trouve sur un territoire. Et alors, quand vous parlez avec les gens, ils sont assez intéressés par ça. Mais il y a une inertie. Alors, comment, justement, transmettre ça ? Parce qu'en fin de compte, vous êtes dans la situation où il y a un énorme réservoir, un potentiel de matière à mettre en œuvre. Et puis, vous avez aussi un intérêt. Parce que, exemple, dans la Beauce, il n'y a pas grand-chose, mais il y a une vallée que je ne connais pas. Et l'année dernière, il y avait une visite de Fontenay-sur-Cogny. Bon, j'arrive. Votre question, c'est comment séduire, comment partager sa passion. 300 personnes déjà qui étaient commencé là. à bien y répondre. Mais... Voilà. Donc, et d'autre part, je traverse Chartres pour revenir chez moi. À 9h du soir, vous ne pouviez pas trouver un casse-croûte, etc. En revanche, là, au mois de septembre, il y avait Chartres en lumière. Et là, c'est formidable. Alors, c'est une mise en scène de la ville. Vous constatez, je vais juste vous interrompre parce qu'on ne peut j'arrête, c'est fini. Faire une question un peu courte. Donc là, voyez, mais on ne peut pas faire des piqûres de rappel tous les jours pour motiver les gens, voyez-vous. Et donc, qu'est-ce qui peut entretenir, voilà ma question, qu'est-ce qui peut entretenir le feeling pour une communication, voyez, entre ce qu'il y a à faire valoir, les idées, les choses, et puis le public qui est aussi attentif et demandeur. Merci. Comment on entretient le lien avec son public ? Mais je pense qu'on y a déjà répondu, c'est-à-dire il y a aussi des politiques qui existent, qui produisent des choses, des idées, des règles qui transforment la société plus ou moins, etc. Et on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure, nous avons parlé des livres. Ça circule quand même, il y en a eu 650 à la rentrée, donc à l'intérieur il y a à la fois des idées, des connaissances, des sensations, des sensibilités, des sentiments, etc. Ça remue une société, tout ça, la musique bien sûr, les concerts, des nouveaux chanteurs ou autre chose. Donc je pense que votre question, il ne peut pas y avoir, j'allais dire, un ministère, non pas de l'innovation, ce qui serait pas mal comme intitulé, mais un ministère de la curiosité, vous voyez, ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui vient, qui sourd de la population, qui sourd d'un pays, c'est-à-dire
on vit les pays, la France en ce moment par exemple, depuis même assez longtemps, vit une période un peu de décroissance, et je ne parle pas que d'économie, je parle d'importance dans le monde. La France n'est plus la France, disons, pour être pas comme la France du 19e mais du 18e notamment, où dans toute l'Europe on parlait français. Eh bien voilà, ce n'est plus ça. Il faut faire avec. Mais en même temps, ne pas se croire définitivement terminé, ne pas se croire définitivement mis à l'écart. Il faut croire en soi, et ça encore, ça c'est une fonction de l'artiste, puisque tout à l'heure il y a eu la question, est-ce qu'il y a eu des gens qui vous empêchent, est-ce qu'il y a ceci, etc. Eh bien oui, il faut croire en soi, pas forcément se répandre et le dire, mais croire secrètement en tout cas en soi. Et je crois qu'un pays comme la France est un pays où il y a vraiment beaucoup, on n'a pas de chance en ce moment, mais la crise elle est aussi presque universelle, mais il y a beaucoup de créativité dans ce pays qui étonne. Enfin, moi, j'ai oublié de parler d'une de mes passions, c'est la presse. Donc, je lis deux journaux par jour, je lis les 4 grands magazines par semaine. Je passe des heures à les lire dans les cafés, c'est aussi ma passion. Les cafés, le café et la presse. Eh bien, chaque fois, enfin, pas tous les jours non plus, mais je veux dire, il y a presque au moins plusieurs fois par semaine une surprise de ce pays inventif, créateur, créatif. Je ne me fais pas beaucoup de soucis pour notre avenir. Je parle dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Après, je ne sais pas, ou on ne sait pas. Mais cette créativité-là qui va naître aujourd'hui avec justement des élèves qui sont encore au lycée aujourd'hui et qui vont inventer, venir proposer leurs petites graines à ce pays et pour qu'il prospère, qu'il soit plus radieux et joyeux. Aussi, c'est important qu'un pays soit joyeux. Et un pays triste, il n'y a rien de plus déprimant pour tous ses habitants. Donc c'est important aussi qu'il y ait des amuseurs ou en tout cas des gens qui créent des objets qui nous font plaisir. Je remarque, pour revenir à ça, que la France était, quand j'étais petit, il y avait 3 ou 4 fabricants de motos. Il y avait 3 ou 4 fabricants de téléviseurs, etc. Et puis, il n'y en a plus un. Et bizarrement, alors qu'ils vendaient des motos aux prolos comme mon père pour aller travailler, quand la moto est devenue un objet de plaisir et de distraction, eh bien, ce sont les Japonais qui ont compris ça, que c'était un objet de plaisir, la moto, et plus un objet pour aller au travail. Pourquoi ? Parce que les ouvriers avaient aussi évolué, ils y allaient ou en train ou en voiture personnelle. C'était une aparté. Je reviens à notre panel d'étudiants. Peut-être si l'un d'entre vous souhaite poser une question. Vous en aviez une longue liste. Donc peut-être comme dernière question, je ne sais pas, mais pour finir, peut-on se réaliser sans passion ? Vaste question. Ça, c'est une question facile, donc c'est bien pour terminer. On termine là, sur cette question-là ? On va voir combien de temps vous mettez à répondre. On en casera peut-être une petite dernière. C'est une manière de réfléchir à la question. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que pense Yves. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je ne sais pas. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est passionné vous dise ce qu'on peut faire pour réussir quand on n'est pas passionné ? Il y a ici certainement beaucoup de gens qui ont des activités qui les traversent, qui ont un métier ou qui ont je sais pas moi, ou des hobbies ou qui font des choses qu'ils adorent. Essayez de leur demander comment on fait quand on n'aime pas son métier ou quand on n'a pas de passion. Je trouve que la question est intéressante parce qu'elle prend presque l'inverse de tout ce qu'on est en train de dire. Je pense que ça renvoie à la différence qu'il y a entre vivre et survivre. On peut survivre. Bon, il y a beaucoup de gens qui survivent, mais vivre, c'est être traversé par quelque chose. Donc, mon sentiment, c'est que c'est difficile de vivre pleinement une vie, mais ça doit être possible. Il doit y avoir des millions de gens qui sont comme ça. J'ai un petit peu de mal à imaginer comment est leur vie de tous les jours, mais il y a forcément des tas de gens qui sont dans cette situation-là.
On peut le prendre autrement en disant qu'effectivement c'est une chance exceptionnelle dans la vie de pouvoir vivre et avec et de sa passion, qui n'est pas un regret. Je crois qu'il n'y a rien de pire, c'est les regrets. Faites toujours attention quand on a 20 ans, de tout faire pour ne pas avoir des regrets à 40 ou à 50. Je crois que ça, c'est très important comme clé. Et donc, ne pas dire « je ferai demain ». Il faut faire tout de suite les choses, très vite. Même quand on a 40 ans, d'ailleurs aussi. Mais à 20 ans, il faut les faire tout de suite. Il ne faut pas attendre. Je crois que je ferai la même réponse que François, c'est-à-dire, on voit bien autour de nous, il y a beaucoup de gens qui vivent sans passion. On voit bien qu'ils attrapent des cancers, quoi. C'est comme ça. Il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle Mars de Fritz Zorn, la colère en allemand. Eh bien, c'est l'histoire, c'est autobiographique. Il raconte comment il a vécu dans un monde fermé, bourgeois, où on ne le laissait rien faire et tout, et il se prend un cancer à 35 ans. Donc il écrit ce livre avant de mourir. C'est un livre qui donne tout de suite envie et d'avoir une passion et de sortir, j'allais dire, des sentiers battus pour soi-même. C'est important, quoi qu'on fasse. Regardez, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, c'est des gens passionnés. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils ne fabriquent pas des objets, ils fabriquent de l'attention. Comme me disait Kouchner quand il a fait Reporters sans frontières, il disait c'était le fait, ce que je trouvais, c'est que les gens en métropole, en France, ils viennent voir le docteur, ils viennent voir le médecin. Eh bien, nous, on va aller voir les gens qui sont malades. Et ça, c'est aussi toute la différence. C'est une invention. C'était inventif de fabriquer Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Voilà. Un mot peut-être, parce que c'est ça l'idée du partage et des échanges. Ça me donne une idée, ce que vient de dire Yves. Je crois que tout le monde, absolument tout le monde, tous les êtres humains ont en eux quelque chose qui pourrait s'exprimer. Beaucoup ne le peuvent pas, ou n'y ont pas eu accès, ou on leur a interdit d'y avoir accès. Et donc, si on pouvait rêver d'une humanité libérée, ça serait justement celle qui permettrait à chacun de trouver en lui et en elle ce qui lui permet de vivre mieux sa vie. Alors, je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et quand tu dis il faut faire tout de suite, oui, sans aucune discussion, c'est impératif. Il ne faut pas faire pour les autres et il faut faire tout de suite. Il ne faut pas faire pour ses parents, il faut faire pour soi et tout de suite. Parce que c'est le seul moyen d'aller vers l'autre. Et si vous permettez, je voudrais faire un petit commentaire de la 5e parole qu'on appelle le 5e commandement dans la Bible, qui est en général traduit de manière suivante. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre sur les jours que te donne l'Éternel sur la terre. Moi, j'ai mis 45 ans à me demander pourquoi le fait d'honorer son père et sa mère pouvait bien prolonger vos jours. C'est complètement idiot. Ça n'a aucun sens. Ayant décidé d'apprendre l'hébreu pour aller lire le texte originel, je me suis rendu compte que, d'abord, on ne dit pas tu honoreras ton père et tu honoreras ta mère, on dit kaved et avira, c'est-à-dire lourd, donne du poids. Donne du poids à ton père et donne du poids à ta mère, afin que tes jours que te donne l'Éternel, soient prolongés sur cette terre. Même encore comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si on dit donne du poids à ton père et donne du poids à ta mère, on ne voit pas pourquoi la conséquence serait d'avoir une récompense. En réalité, c'est la deuxième partie du verset qui est la plus importante et pas la première. Qu'est-ce que ça veut dire prolonger ses jours sur terre? Alors, je vous donne une hypothèse interprétative qui, à mon avis, n'est pas très éloignée de ce que veut dire le texte. Si tu donnes son véritable poids à ton père, son poids individuel et son poids social, et si tu donnes son véritable poids à ta mère, alors tu ne porteras pas sur tes épaules le poids qui est le leur. Donc tes jours seront les tiens, tes jours seront complets, ils seront plus longs, ils seront accomplis. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le verset ne dit pas aux parents de faire ça pour les enfants. Il dit
Hein, il dit aux enfants de faire ça vis-à-vis des parents. C'est-à-dire que si ton père, alors, Hitler n'a pas eu d'enfant, mais il a eu un neveu qui s'est engagé dans les forces anglaises et américaines contre les nazis. Mais ce neveu, enfin, si Hitler avait eu un père, un enfant, excusez-moi, si Hitler avait eu un fils ou une fille, ils auraient dû honorer leur père, c'est-à-dire lui donner son véritable poids. Il se trouve qu'en hébreu, le verbe lekabed et le verbe honorer et le verbe donner du poids sont les mêmes mots, sont les mêmes verbes. Donc, le fils de Hitler aurait dû lui donner son véritable poids. Ça ne veut pas dire l'aimer, ça veut dire savoir exactement qui il est. Mais lui, le fils, n'a aucune responsabilité dans les actes de son père. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il en supporte les conséquences. Mais il n'a aucune responsabilité, aucune. Donc, quand Yves dit « faites tout de suite ce que vous voulez faire », en réalité, si tu me permets, tu dis exactement ça. C'est-à-dire tu dis, vous devez, chacun d'entre nous doit, et même quand on est âgé, et même au bord de la mort, on doit toujours, ça se fait en permanence, chacun d'entre nous doit se dire, je dois d'abord m'accomplir, d'abord faire ce que je dois faire, parce que c'est ma manière de porter mon propre poids et pas le poids de mes parents. D'où le deuxième précepte que vous connaissez tous, qui dit, qu'on traduit d'habitude, qui n'est pas un commandement, mais qu'on traduit d'habitude en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'hébreu ne dit pas ça. L'hébreu dit tu aimeras pour ton prochain toi-même. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu ne peux faire quelque chose pour ton prochain que si tu as un peu d'estime pour toi, si tu te respectes, si tu sais qui tu es, si tu te situes dans la société, alors tu pourras faire quelque chose. Il me semble que c'est... alors, tu prenais l'expression de Rabelais, la substantifique moelle, c'est la substantifique moelle du partage. C'est-à-dire, là, véritablement, vous êtes dans le partage absolu. C'est-à-dire que si vous vous respectez vous-même, si vous vous êtes construit vous-même, si vous faites les choses dès que vous devez les faire, sans jamais vous dire que vous les faites pour les autres, alors vous pouvez commencer à partager. Dans le cas contraire, j'ai peur que ça soit beaucoup plus difficile. Tu as parlé de Montaigne, c'est connais-toi toi-même aussi. Hein. Tu as parlé de Montaigne, connais-toi toi-même, c'est très important. Très, très important avant de porter le regard. Ah, c'est Socrate, oui, pardon. Montaigne, oui, le reprend. Oui. Voilà, ben ce sera le mot de la fin. Donc vous aurez compris, ayez de l'attention pour vos passions, ayez de la générosité dans le partage de vos passions. Merci messieurs d'avoir apporté vos témoignages avec générosité également, et à une prochaine édition alors dans 2 ans, exactement.